Et moi, je suis une personne... je suis jamais satisfait de ce que je fais pleinement. Et en fait, c'est un poison, c'est pas bien. Il faut être content de ce qu'on fait. À partir du moment où on fait quelque chose, on l'a fait, c'est bien, il faut s'en féliciter. On a produit quelque chose, maintenant on passe à autre chose. On peut peut-être faire mieux. Et c'est comme ça que ça marche. Bonjour à tous, Question, c'est le podcast lancé par Kipitch Création qui parle de cinéma et de comment on le fabrique. Aujourd'hui, je vous livre mon entretien avec Azad Reconeil, comédien sur les planches du théâtre et au cinéma, rêveur et surtout penseur. Avec lui, nous parlerons de liberté, de déterminisme artistique, des souvenirs et des conséquences d'être acteur. C'est un ami, un frère, qui se livre sur ses créations. Bienvenue dans le deuxième épisode de Question. De toute information. C'est ce que j'allais dire, vierge totalement. Je suis vierge d'information. Ma première partie, c'est la présentation de l'invité. Mm-hmm. Comment on peut te présenter, Azad ? De la manière la plus correcte et la plus imaginaire possible. Donc incorrecte. Ça fonctionnera bien. Incorrect et juste. C'est déjà une... c'est déjà... Ça met déjà dans l'ambiance de ce qui va se passer pendant pratiquement 2 heures, là, j'ai l'impression. Oh yeah. Moi, j'avais envie de te présenter comme déjà un très très bon ami, un frère, un comédien intriguant, c'est hors pair. Ce rapport-là à la comédie, il est né chez toi hyper jeune. Enfin, ça fait longtemps que tu fais du théâtre. Ça fait combien d'années exactement ? Du théâtre ? Du théâtre. T'as commencé par le théâtre ? J'ai commencé par le théâtre, là ça va faire 6 ans que j'en fais. J'ai commencé en seconde. Ah, si je voyais ça plus ancien. Ben non, enfin j'ai fait de la danse pendant 9 ans. J'ai commencé la musique en même temps que le théâtre. Et après j'ai fait beaucoup de cirque. Donc un peu de jeu, mine de rien, mais c'était pas à proprement parler du théâtre. Et j'ai emporté un prix de clown en maternelle. Tu sais que ce podcast, donc celui de Baptiste, il s'appelait Danser avec l'image. Ouais. Le tien, je l'ai appelé le clown triste. Ah. Ça me touche. C'est vrai ? C'est un de mes rêves d'être clown. Ouais, et je suis triste, donc on rentre bien dans le sujet. Je suis triste. Non, mais alors pour expliquer, nous, donc on s'est rencontrés en études. Oui, on va trinquer, parce que on déguste un whisky en même temps. Donc ça va aider il est toujours aussi bon. À répondre aux questions. Nous, on s'est rencontrés en études. On a fait Dolos, qui était un court-métrage, dans lequel tu avais le second rôle. Le second rôle principal. Ensuite, tu as travaillé pas mal avec Baptiste Camps sur Être, image et danse de la mort. Et puis, on espère qu'on te retrouvera aussi bientôt sur d'autres projets. Tu as fait un film pour Nella. Nella, ouais. Nella, et j'ai toujours Nella pas... Nella Després. Nella Després. Nella Després, qui fait une prépa... Alors attends, elle m'a dit ça l'autre jour, je l'ai revue assez récemment. Elle fait une prépa ou une école, je sais plus. Non, une prépa pour justement tenter des concours de grandes écoles de cinéma à Paris. Ok. Je sais plus quelle prépa c'est, mais c'est un truc assez cool. Et j'ai pas vérifié le titre du court-métrage. Ça remonte un peu celui-là. Et t'es au conservatoire de théâtre. Je suis au conservatoire de théâtre, ouais. De Poitiers. De Poitiers, exactement. Okay. Et ben écoute, après la présentation, on va commencer directement. Parce que la présentation de Baptiste, on avait fait une digression de près de 10 minutes. Mais comme les questions sont complexes et que je sens qu'on va avoir besoin de beaucoup parler, on va commencer tout de suite. Ouais, je crois que ouais, il y a moyen. J'aimerais commencer par une grande question. C'est celle du déterminisme artistique. Donc tu t'appelles Azad Pierre Amadeus. Ouais. Donc déjà on a Amadeus, qui est quand même le nom d'un très grand compositeur, mais surtout Azad. En fait ton papa t'a choisi un prénom kurde. Ouais. Qui veut dire libre. Exactement. C'est quoi la liberté pour toi ? La liberté, c'est de mon point de vue personnel, là c'est vraiment dans le moment présent, j'ai tendance à changer mes propos assez souvent. On a le temps, t'as entièrement le temps de développer. Hein. Mais ouais, c'est ça qui est chouette. Non, pour moi la liberté tout simplement c'est entreprendre ce qu'on veut. En fait la liberté c'est entre autres et surtout c'est vivre en fait. Vivre. C'est de vivre de manière la plus appropriée possible, de manière personnelle et de manière universelle. C'est-à-dire que la liberté, entre autres, c'est faire ce qu'on veut, savoir jusqu'où on peut aller et savoir comment faire pour y arriver, c'est donc vivre, et ne pas empiéter sur la liberté des autres. Donc en fait c'est une espèce de
Ça fait bizarre. C'est une espèce de mot un peu fourre-tout, je trouve, liberté, qui est un peu dur justement à définir pour moi. Ça se voit, je pense, j'imagine. J'ai du mal à... C'est pas un concept facile. Mm. Non. En fait, on est tous... C'est marrant parce que pour moi, liberté, je trouve que ça concerne surtout l'imaginaire. On sera jamais aussi libre que dans son imaginaire. Nous, en tant qu'êtres vivants, conscients, là tu vois, on est en train de parler, la liberté elle est floue, la liberté elle est propre à chacun et c'est pour ça que tu m'as demandé de la définir. La liberté, on est tous soumis à quelque chose, soumis à la gravité, soumis au monde qui nous entoure, soumis aux propositions de chacun, aux actes de chacun. Et en fait, tout ça, tout ce schmilblick, toutes ces propositions de vie, il faut trouver un moment pour soi dans tout ça, pour justement trouver en nous une espèce de liberté. Et c'est vraiment un chemin qui est pas facile. Moi je pense que la liberté elle est pas du tout innée. C'est quelque chose... La liberté pour moi, voilà, la définition que je donnerais, là maintenant, tu vois, aujourd'hui, ce serait que la liberté, c'est quelque chose qui relève de l'imaginaire. C'est une définition d'artiste, ça, quand même. Olé. Non mais tu vois, j'ai dû faire tout un truc pour... Ouais, la liberté c'est... Et bah la liberté, c'est l'imaginaire. Ouais, Moi j'en suis assez convaincu. Dans ces cas-là, quand on parle de liberté artistique, Ouais. pour toi, c'est quoi? C'est faire ce que tu veux? Ouais, non, c'est laisser part de son imagination et la transformer en quelque chose de réel. C'est faire surgir l'imaginaire dans le réel. Je trouve. C'est ça la liberté en fond. C'est se dire je l'ai fait, tu vois. J'avais quelque chose dans ma tête, j'avais une réflexion, j'avais une démarche, j'avais des idées à nuancer, peu importe. Et bah, ce cheminement de pensée a fait que maintenant je peux proposer ça. Du point de vue artistique, si on parle de liberté artistique. Ouais. J'ai une sous-question aussi. Tu m'as dit qu'on pouvait en parler, donc ton papa il était artiste de rue. Ouais. Et du coup, je me dis, est-ce que tu penses que quelque part, en fait, c'était inscrit dans ton patrimoine d'être artiste? Est-ce que tu penses qu'il y avait un déterminisme là-dessus? Non, carrément. Mais c'est, je sais pas, j'ai toujours eu cet appel de la musique, surtout de la musique au départ. Après, ma mère m'a inscrit à la danse, après son décès, parce qu'il fallait que je me défoule et j'aime bien danser. Et je me suis toujours. Après le décès de ton papa, hein, pas après le décès de ta mère. Ah oui, non, après le décès, oui, C'est la après le phrase, décès de mon la père. Oui, phrase. c'est vrai, tu fais bien de me reprendre parce que je fais pas attention On au sens fait souvent. de gros bisous à Sophie Rocco. Ouais, gros bisous, maman. Et oui, donc suite à ce décès, en fait, j'avais toujours besoin de me défouler, faire du sport, ressentir mon corps, en fait, l'éprouver chaque jour. C'est vraiment quelque chose qui est vital pour moi aujourd'hui. J'ai cumulé justement ce désir et c'est vraiment une passion vitale, que ce soit mentalement et du coup physiquement, de ressentir mon corps et de finir une journée et de me dire waouh, ouais, je me suis donné. Et ça passait par le sport à l'époque. Mais du coup, l'art, ouais, il a toujours été là. Très peu de souvenirs de mon père que j'ai eu, parce qu'il est décédé, j'avais 5 ans. Du coup, de ma naissance avec 4 ans, j'ai très peu de souvenirs de mon daron au final. Très très peu. Et en fait, j'ai juste des images, des brides de souvenirs assez entremêlés où je vois la salle de musique, je le vois qui commence à m'apprendre à jouer de la guitare. Et je pense que ouais, ça s'est inscrit de manière inconsciente, parce que j'étais trop petit pour comprendre tout ça. Et je pense que l'art, ouais, ça m'est tombé dessus. C'est une philosophie de vie, quoi, que je le veuille ou non, je pense à imposer, et c'est la meilleure chose qu'on ait pu m'imposer. C'est incroyable, c'est trop bien. Même si c'est pas toujours facile et douloureux. Tu te souviens de ce que c'était que d'avoir un papa artiste de rue? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, j'ai des cassettes, des enregistrements vidéo où on m'entend des fois. Et des fois je gueule et il est obligé de s'arrêter de jouer et faire ah, ça, il faut que tu te taises, là je suis en train de jouer. Avec des potes. Ce qui nous emmenait. C'était souvent La Rochelle ou sur l'île d'Oléron. Et bah, c'est la place pour les Rochelais derrière la Grande Horloge, en face du Monoprix. Je sais pas si tu vois la place avec oui. il joue tout le temps là. Ouais. Place où il y a une statue. Ouais, je vois. Ouais. Et
C'était quoi la question déjà? C'était est-ce que tu... Oula, va falloir que je mette ça en veille. C'était est-ce que tu te souviens de ce que ça faisait que d'avoir un papa, un papa bah non, artiste du en coup. fait, Non, mais c'est dans tout ce que bizarre. ça implique. C'est vraiment quelque chose d'étrange et je pense que c'est ce qui nourrit mes angoisses, c'est qu'en fait, sans l'avoir connu, enfin non, du coup je l'ai connu, mais sans m'en souvenir en fait, je ressens ce vécu-là, alors que je m'en souviens pas. C'est un peu comme si j'avais Alzheimer, mais que je me rappelais. C'est compliqué à exprimer. En fait, je Est-ce me rappelle que les cassettes, pas, mais... est-ce que les cassettes, elles ont pas généré des faux souvenirs un peu? Parce qu'il y a ça par Si, je moment quand pense. tu revois des photos Et ou des du trucs. coup, ça a développé un imaginaire de fou. Hein. Un truc, je m'inventais des histoires, je me disais, attendez, bah là, qu'est-ce qu'on a fait après, qu'est-ce qu'on a fait avant, et je partais en délire. J'en dormais très peu, hein, c'était le fond de mes angoisses. Cette idée d'avoir vécu des choses dont on se souvient pas. De s'en rendre compte en fait à un âge vraiment... Ouais, de s'en rendre compte vraiment jeune du fait que, putain, à 9 ans, bah tu peux pas te souvenir de tout. Généralement, c'est à la fin de ta vie, tu dis, oh, ma mémoire est défaillante et tout. Et là, à 9 ans, tu dis, bah ouais, en fait, les seuls souvenirs que j'ai de mon père, ils sont effacés de par mon âge, mon très jeune âge, quoi. Et ça, c'est bizarre. Quand tu commences ta vie comme ça, avec trop de questions, c'est pas évident toujours. Ça annonce un parcours assez sinueux, quoi. Ouais, carrément. Ta maman, elle t'en parle des fois de ton père? Non, jamais. Jamais? Jamais, non. Elle m'en parle pas. C'est moi, si je lui demande, elle va me dire, mais c'est toujours très rapide, très... Il y a toujours quelque chose à faire, quoi. C'est très pudique, en fait. Ouais, carrément. C'est une partie de sa vie. Elle a recommencé sa vie. Ouais. Enfin, disons, elle a recommencé, c'est un peu moche de dire recommencer, elle l'a poursuivi, du coup. Elle a pris un nouveau départ? Elle a pris un nouveau départ, exactement. Vous êtes très fort. Elle a pris un nouveau départ, elle a retrouvé l'amour à nouveau. Elle a coupé un peu les ponts avec les amis qu'elle avait en commun avec mon père. Et du coup, c'est vrai que suite au décès, j'ai pas de souvenir qu'elle m'ait parlé de mon daron. Et ça, je pense que ça m'a manqué. De dire, tu vois, bah, il existait, il était là, il était vivant. Moi, ma mère, elle s'est remise avec quelqu'un 1 an et demi, 2 ans après. Et du coup, bah, la personne en question, du coup, Hakim, qui m'a élevé, qui est aujourd'hui ce que je considère comme mon beau-père, voire même comme un père... Un père de substitution, c'est même un père de substitution, ouais, c'est ça, il m'a éduqué, j'ai grandi avec lui. Et en fait, j'ai jamais effacé le manque de mon père d'origine. Parce qu'en fait, on a essayé pas de me le faire oublier, mais c'est tellement personnel à chacun qu'on n'en parlait pas. Est-ce que c'est effaçable? Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça me tourmente, tu vois, à 20 ans. Ouais. De quoi? C'est pas effaçable en fait. Enfin, Non, tu dis, non. j'ai jamais effacé, mais J'ai jamais fait vraiment le deuil, tu vois. Genre, est-ce que ça existe le deuil? Je suis pas sûr. si, moi je pense. C'est avoir la paix en soi à travers quelqu'un. C'est se dire, moi voilà, il est parti, c'est bon. C'est. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est en une phrase, il est parti, c'est bon. Non, c'est beaucoup plus dur que ça. Non, c'est accepter en fait qu'on reverra jamais la personne et se sentir apaisé, ce qui est vraiment pas facile. Moi je pense que le deuil ça existe. Je sais pas, ça a l'air d'être chouette. Ça a l'air d'être chouette. D'être apaisé. Ouais. Je ne sais pas si c'est fait pour les gens comme nous en fait. Ouais. Bon, Enfin, ça a l'air plus dur. Ça a l'air plus dur. On se pose trop de questions. Mais comme je revenais au tout début de la question, je parlais de déterminisme Oui. artistique et de ce patrimoine-là, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ton papa, il t'a légué tout un héritage philosophique sans que tu l'aies vraiment connu, puisque tu t'en souviens pas. C'est ça qui est badant. Qui est flippant, quoi. C'est que beaucoup de fois, on dit, oh, tu ressembles à ton père. Ah, c'est marrant, il aurait fait ce choix-là, ou t'as des facilités dans la musique, tu viens de ton père, quoi. Et moi, je l'ai pas connu, t'imagines, c'est bizarre. C'est vraiment... j'ai des ressemblances, ce qui est logique, avec quelqu'un qui m'a fait, tu vois, donc c'est assez logique. Mais moi, vu que je le connais pas tant que ça, j'ai rien enfin, je peux pas comparer, je peux pas dire, ah oui, c'est vrai, bah, de manière formelle, je le vois tel qu'il est, et c'est bon. Là, je me repose sur rien, quoi, c'est pas concret. Et Dieu sait que j'aime pas les choses qui sont pas concrètes. Ouais. Non, ça me tourmente au plus haut point. Et une des personnes qui est plus proche de moi, que je n'ai pas connue, c'est terrible. C'est pas évident. Hein.
pu être confronté à la mort si jeune, tu te construis un peu bizarrement. Ouais, puis il Enfin, y pas a de d'autres manière paramètres, classique. il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte pour toi, on en parlera aussi, mais tu fais partie d'une petite catégorie de personnes qu'on appelle les hypersensibles. Yeah, Et bon, ça, on en reparlera, j'ai une question c'est dessus. la classe, hein. J'ai une question Trop des dessus. super pouvoirs, quoi. J'ai une question dessus, mais on y reviendra plus tard. Oh. Mais oui, du coup, ce rapport-là à la mort et à la compréhension des choses, enfin, là, comme ça, je pense que je prends pas de risque si je dis que tu es aussi ce qu'on appelle enfant précoce, Ouais, là j'ai été diagnostiqué au CP. parce que ça m'étonne très peu. Oui, je sais pas, enfin, c'était au CP. Et la maîtresse, elle se rendait compte que je faisais un peu n'importe quoi. Disons que elle voyait que j'étais pas déficient. Enfin, je répondais aux questions, mais de manière étroite ou alors vraiment très large. Et du coup, je transformais les questions, j'allais plus loin que l'exercice, ou alors même je sautais l'exercice. Et j'avais un stade de réflexion un peu à l'écart, je dirais pas au-dessus ou de manière inférieure, mais c'était à Non, l'écart. c'est différent, parce que l'enfant Ouais, précoce, c'est tout ce qui est... Enfin, de toute façon, le spectre est hyper large, mais déjà, il y a ce que tu disais, prise de conscience de la mort, extrêmement tôt, bah oui. super tôt, et dans tout ce que ça implique qu'un enfant de 5-6 ans n'est pas censé avoir. Des questionnements sur l'existence, des questionnements sur la vie, sur la réalité. Ouais, Ça, c'est des trucs c'est clair. qui sont présents chez toi aussi. Et au départ, je l'ai caché, tout ça. Enfin, je vois l'enterrement de mon père. Je montrais pas ce que j'étais réellement, tu vois. Genre, j'étais le seul déjà à pas pleurer. J'étais en mode bon. Et je faisais, tu vois, pour expliquer le fait que je pleurais pas, je disais un mensonge. Je disais, bah, qu'est-ce qui se passe, machin, qu'est-ce qu'on fait. Je savais très bien ce qui se passait. Euh, je l'ai nié en fait, pour montrer que j'étais plus fort que ça. Même encore aujourd'hui, je fais que ça. Je veux montrer que je suis plus fort que ça, mais en fait, ça me détruit encore plus. Parce qu'en fait, je m'accepte pas. J'ai tendance à avoir du mal à m'accepter. Genre être lâche tout, tranquille, décompresse, tu vois. Et pour revenir au truc précoce, je sais pas si c'est lié ou quoi, mais ouais, du coup, c'était au CP qu'on m'a diagnostiqué précoce. On a fait un super test à Bordeaux à 400 €, c'est génial. Ah, 400 balles. Ouais, apparemment. Hein. Alors, je sais pas, des tests cognitifs, des trucs. Et quoi après, t'as un petit C'est pas diplôme. remboursé par la Sécu. Bon, non, tu peux. Non, non. Mais ça n'a rien changé à mon éducation. Enfin, mon parcours scolaire. D'un point de vue social. Et il y a beaucoup de témoignages d'enfants précoces qui disent je me sens à l'écart, machin. Moi, pas du tout. Genre, je sais pas si je me suis. C'est pas forcément que tu te sens à l'écart, mais pas avec ceux avec qui t'es censé être. Moi, je sais que par exemple, j'étais extrêmement à l'aise, entouré Ouais. d'adultes, Ouais, c'est vrai. tu vois. Ouais, moi aussi. Tu te sens pas forcément à l'écart de tout le monde, mais Ouais. moi, j'étais très à l'aise avec les adultes. Mm. J'ai l'impression de comprendre leurs problèmes. Ouais, Alors que tu sais, ouais. j'avais 6 ans, Mais alors t'étais en avance, mais oui, mais c'est fallait pareil. pas trop me poser de questions parce que Ouais, ouais. ça aurait été vite limité, mais j'avais l'impression de les comprendre. Ouais, j'avais ce même sentiment-là. Même encore aujourd'hui. Enfin, après, c'est peut-être un peu plus normal, on a 20 ans, du coup. Mais ouais. Je vais passer à la deuxième question. C'était que la première. Hein. Ouais, Je vas-y. comprends que on a le temps de parler de plein de choses. C'est la classe. Je voudrais que tu nous parles de ton approche à la comédie. Ouais. De comment t'abordes un personnage, par exemple, quand tu le joues. Ok. Comment je l'aborde? Ouais. Déjà, je suis hyper mauvais élève. Je lis le scénario à la dernière minute. Enfin, pas en arrivant sur le plateau, bien sûr, parce que sinon ça marche pas. Non, à vrai dire, je sais pas vraiment comment je l'aborde. Je trouve de manière très instinctive. Du coup, ça montrerait bien le fait que je sais pas expliquer comment je l'aborde. Tu vois, vu que c'est instinctif. Bon. Très souvent, en fait, j'ai déjà une idée du personnage quand on me parle du pitch. Quand on me dit ça. Quand on me parle de l'histoire, du synopsis, on me dit ouais, ça parlait de ça, machin, tu incarnes ça, ça te botte. Ouais, carrément, ça me botte, ouais, à fond. Je m'emballe toujours assez vite parce que dès qu'on me propose un truc, let's go quoi. Surtout avec les personnes que j'aime bien, ça fonctionne toujours très très bien. Et aborder un personnage, c'est toujours une mise en condition, donc c'est un moyen de. C'est un support qui est extraordinaire, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas toi, mais tu vas devoir prendre son identité pendant quelques temps et éprouver ce qu'il ressent au moment où tu joues, se mettre vraiment dans sa peau. Du coup, comment je l'aborde, c'est vraiment
Ouais, c'est ça en fait. Je veux savoir son nom, son prénom, je veux savoir ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Et du coup, quand j'ai pas les réponses, je me les invente. Et du coup, ça crée quelque chose de vraiment construit. C'est hyper important en fait. Moi, j'aime bien faire un truc avant un tournage. C'est vas-y, pose-moi une question propos de mon personnage. Euh, et genre, pose-moi des cols quoi. Et en fait, le but du comédien, c'est de mentir. Mm. Le personnage que tu joues, c'est pas toi. Et le truc qui est hyper important, c'est croire au mensonge que tu proposes au spectateur, que le spectateur croit à tes mensonges. Et c'est comme ça que je l'aborde, c'est vraiment, il faut que ce soit toi. Et du coup, je m'en imprègne et parfois c'est un peu usant, c'est un peu perturbant. Ça crée beaucoup de fatigue, mais en même temps un plaisir immense quand ça marche bien. C'est, Et du coup, voilà, en exercice, je dis, vas-y, pose-moi une question, je sais pas, t'aimes les tulipes? Ouais, j'adore les tulipes. Putain, quand j'avais 4 ans, en fait, j'ai ramassé une tulipe et depuis, j'aime trop les tulipes. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as une faculté T'inventes tout et n'importe. d'improvisation qui J'adore est ça. extraordinaire. Ouais. J'ai Tu vois, jamais, c'est du vu un autre gars, mensonge. j'ai jamais vu un autre gars autant improviser que toi. Ben ouais, mais je kiffe. C'est. C'est pas vraiment un mensonge au final parce qu'on sait que c'est du jeu. Mais en fait, le jeu, tout ce qui est théâtre et jeu, tout ce qui est comédie, tout ce qui est acte de jouer, n'est qu'un mensonge. C'est le but de la diégèse, de ce qu'on raconte dans une histoire. C'est faux. C'est pas un documentaire. Même le documentaire, tu vois, il y a un dispositif de caméra, on filme ce qu'on veut filmer et tout. Il faut partir du principe que ce qu'on fait, euh, c'est une superbe escroquerie quand même. C'est super beau, tu vois. C'est intéressant parce que dans un entretien, il y a Vincent Cassel qui a mis en parallèle en fait une discussion qu'il avait eue avec Louis Garrel, qui disait que le cinéma c'était filmer des instants de la vie, et que Cassel disait que non, le cinéma c'est de la fiction. Bah ouais. Et c'est justement, moi je trouve que c'est dangereux que la personne qui dit ouais, non, mais faut pas partir du principe que c'est de la fiction, je vis mon personnage. Ouais, mais moi si je fais ça, c'est dangereux. Je le vis sur le plateau, après je le laisse tranquille, tu vois. C'est pour ça que je suis mauvais élève, je déteste être chez moi et lire un scénario et de l'apprendre. Je déteste apprendre mes textes, parce que ça me plonge... Ça j'avais remarqué. Bah ouais, parce que ça me plonge dans une attitude, c'est vraiment un truc de gros angoissé, ça me plonge dans un truc, tu sais, je m'auto-garde et je me dis, si t'apprends ton texte, oh putain t'es dans ton personnage, mais non mais c'est pas le moment là, c'est pas le lieu, je suis dans ma cuisine, non mais dans ma cuisine je devrais être moi, tu vois. Des trucs débiles quoi. Je coupe mon téléphone. C'est un taser le truc par contre. Ouais. Comment ça marche? Oui, ça marche comme ça. Ouais, ce n'est que fiction. Et quand je suis chez moi et que je dois bosser, ça marche pas quoi. Ça marche pas tant que ça. Est-ce que tu penses pas que, si tu disais je m'imprègne de sa vie, est-ce que tu penses pas qu'il y a un côté aussi quand on incarne un personnage, il y a une espèce de complexe de vouloir avoir plusieurs vies, de vouloir avoir plein de vies chez le comédien? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a ce truc là de on a envie de vivre tellement de choses et qu'on peut pas en une seule vie. Alors que quand on est comédien, quelque part, on peut en fait avoir 100 vies en une seule. Mais tu vois, c'est l'imaginaire qu'on propose au spectateur. On propose un imaginaire qui devient du coup ancré quoi, sur un écran, tu vois quelque chose qui est projeté. Et moi, c'est pour ça que j'ai eu envie d'être comédien. C'est en deuxième année du conservatoire, je me dis pourquoi tu fais comédien? Parce qu'en fait, tout m'intéresse. Tu peux me mettre en droit, ça va m'intéresser. Ça va peut-être me saouler au bout d'un moment. Curieux. Tu peux me mettre en psycho, tu peux me mettre en bio, j'aurais pas les capacités, je vais me planter, c'est sûr. Mais tout m'intéresse et c'est pour ça que je suis indécis dans la vie. Et en fait, je me dis, comédien, tu peux être n'importe qui. Tu peux être tout. Tu peux être tout et n'importe quoi. C'est quand même super. Et c'est fou, quoi. Genre, je veux dire, je peux monter sur scène et être président de la République. Qui va me croire, je sais pas, mais moi en tout cas, je serais convaincu que je le suis. Parce que je joue mon personnage. Il faut être fou pour être comédien? Un petit peu, ouais. Ouais. Bah, il y a une phrase de... Enfin, pas que comédien, moi je pense artiste en général. Il y a une phrase de Nekfeu que j'adore qui dit... je crois que tu l'as aussi. Ouais, c'est bon, putain. c'est bon, il est rentré dans ma tête. Ouais, mais il faut qu'on la retrouve parce que sinon les gens vont pas comprendre. Si j'allais bien dans ma vie, j'aurais pas fait le choix d'être artiste. Ah, exactement, ouais, c'est ça. Extraordinaire. Bah, ça résume tout. Quand elle arrive, celle-ci, elle te dégomme. Hein. Ouais. Et moi je suis d'accord avec lui. Genre, et le comédien d'autant plus. Moi je pense qu'il faut être encore plus humain que l'humain, tu vois. C'est toujours aller plus loin, donc toujours plus souffrir, toujours plus être joyeux. C'est ressentir de manière hard, quoi. Et c'est chaud, faut être fou, tu vois. C'est les gens qui sont fous qui ressentent plus que les autres. Au final. Et il y a une différence dans la manière dont tu te prépares pour le théâtre ou pour le cinéma?
Oui. C'est quoi ces différences? Hmm, Le théâtre, ça va beaucoup plus m'effrayer. Parce que t'as un côté one shot, quoi. T'es face à un public, t'es sur scène, tu peux pas rembobiner, tu vois. C'est là où le cinéma, c'est, je dirais, parfois plus confortable. Et je m'y retrouve un peu plus. Mais le théâtre, je vais beaucoup plus bosser. Mais moins bien. C'est ça le paradoxe. C'est que le théâtre, je vais tellement flipper. Je vais bosser, mais je vais mal bosser. Je vais me monter la tête, je vais angoisser. Répéter, répéter, répéter. Je connais mon texte, c'est très bien. Putain, j'ai enfin connu mon texte. Mais en fait, je me dis, oh, en fait, tu le connais pas. Du coup, tu répètes, tu répètes. Alors que le cinéma, en tout cas pour le moment, les projets que je fais avec mes amis, c'est pas la même pression. T'as une pression parce que tu veux que ça marche. Mais je crois un peu plus en moi dans le cinéma, j'ai un peu plus d'estime, je sais pas. Il y a déjà ce côté on peut recommencer qui me rassure, mais je pars pas du principe que ok on peut recommencer ça marche parce que sinon tu joues pas vraiment, t'es en mode bon, faut vraiment entrer dans le personnage. Mais ouais non, le cinéma, du point de vue de la préparation, je bosse beaucoup moins. Je bosse beaucoup moins que le théâtre, mais mieux. Mais tu sais, il y a un truc qu'a dit Baptiste justement là-dessus, parce qu'on a parlé aussi de ses films, et donc bah, tu jouais dedans. Mm. Il m'a dit qu'il te voyait en fait tout le temps improviser. C'est aussi pour ça qu'en fait pour lui le script c'était pas si important, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient remaniées sur le set. Et puis et en fait au final j'ai l'impression qu'un Azad qui improvise pas, c'est un Azad qui est pas vraiment là. Ouais, c'est clair. Non mais c'est vrai, c'est hyper juste. Parce qu'en fait moi j'ai du mal avec le texte qu'on m'impose, c'est-à-dire le texte je le connais rapidement dans le sens où je vais pas le savoir mot pour mot. Je vais savoir l'idée, je vais savoir le nombre de phrases, le nombre de mots dans la phrase, l'idée en fait. Mais mot pour mot, le texte et ça va me saouler en fait. Ouais. Ça me casse les couilles de... J'ai pas cette rigueur en fait et j'en suis désolé et ça me fait chier hein, mais j'ai pas cette rigueur de me dire tu dois apprendre mot pour mot. Et en fait, le fait de penser à la phrase pleinement, ça m'enlève du jeu. Et c'est pour ça qu'improviser c'est chouette. C'est que du coup, t'as les intentions que le réel veut avoir. T'es juste, t'es pas juste, on la refait. Je me pose constamment trop de questions, dans mon cerveau ça fuse. Et en fait, devoir me cantonner à une forme de texte précise, j'arrive pas. Je sais pas, c'est plus fort que moi, j'ai l'impression que je vais avoir peur de déformer le texte et tout. Alors que si j'improvise avec l'idée générale qu'un texte que quelqu'un me propose, quoi, et bah j'y arriverai beaucoup mieux. Et je serai plus présent parce qu'en fait j'aurai le texte de manière naturelle. Ce sera mon texte à moi en fait. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais en fait c'est pas du tout l'idée, je veux pas être prétentieux, c'est je veux rendre hommage à l'auteur, je veux le mec qui a fait le scénario, ok ça marche, mais juste j'arrive pas à dire mot pour mot, c'est vraiment un réel problème. Non mais après tu vois par exemple je discutais en privé avec Baptiste Rémy, il prépare un film et par exemple je sais qu'il m'a dit qu'il voulait pas forcément écrire plus que ça les dialogues mais les travailler avec les comédiens. Ouais. Dans ce système là que tu parles d'improvisation. Ça c'est chouette. Je lui disais que c'était hyper osé, tu vois, je sais pas si c'est un truc que je serais capable de faire. Toi c'est vrai que dans ta façon de faire, ouais. Et oui, et en même temps, quand je vois Dolos, quand je vois Danse de la mort, alors après Baptiste fonctionne pas comme moi, mais quand je vois Dolos par exemple, je sais que effectivement sur le set je rage parce que t'apprends pas forcément ton texte. Bah carrément, Mais, moi, après, je m'en veux, mais, quoi, après, ça mais prend. après, au montage, ça crée aussi quelque chose d'encore plus authentique. Tu vois, quand t'es passé sur scène là, pendant le stage et tout, et qu'on t'a vu, tu m'as dit ah putain j'ai raté, j'ai bafouillé. Ouais, j'avais Ok, t'as ouais. bafouillé. Mais en fait, t'as mis une telle intensité que personne n'en avait rien à foutre que t'avais bafouillé. Ouais. Parce que on a beau ne pas avoir compris la phrase, t'as mis tellement de jeu et d'intensité dedans que l'effet il a été peut-être 10 fois plus fort que si tu l'avais joué parfaitement. Ouais. C'est... C'est ingrat. Comme. Ouais, carrément, parce que tu veux toujours plus, tu veux toujours mieux. Et moi je suis une personne... je suis jamais satisfait de ce que je fais pleinement. Et en fait, c'est un poison, c'est pas bien. Il faut être content de ce qu'on fait. À partir du moment où on fait quelque chose, on l'a fait, c'est bien, il faut s'en féliciter, on a produit quelque chose. Maintenant, on passe à autre chose, on peut peut-être faire mieux. Et c'est comme ça que ça marche. Moi, le problème, c'est que je vais faire quelque chose, je vais vouloir faire mieux, du coup, je vais me rabaisser, je vais m'incriminer dans le fait que tu sais pas jouer au final, tu sais pas machin, tu sais pas truc. Tu ne sais rien faire, tu n'es rien, et du coup, je suis dans la déprime, je dis vas-y, j'arrête tout, je fais rien, je
suis pas fait pour ce monde. Enfin, des trucs, mais vraiment des envolées de fou, quoi. C'est souvent une estime de moi qui est un peu en dents de scie, quoi. Un coup, ça va être putain, super, là je suis content. Et par contre, quand ça va pas marcher, ça va être en mode, mais qu'est-ce que tu fous, mec? Tu veux pas être RH pour un lobby de médicaments, te faire chier toute ta vie. Enfin, tu vois. Je sais pas. Ça me fait une très bonne transition. Tu voulais parler de Sanofi? De quoi? De Sanofi. C'est un quoi lobby médicaments. Je voulais parler, en fait, c'est sur ce côté-là d'être un peu. Cette tristesse, tu vois, qui peut refaire surface de temps en temps. Ouais. Je voulais l'aborder parce que, comme je t'ai dit, pour moi, c'est la notion de clown triste, ça te colle bien à la peau. Est-ce que pour toi, le rire, c'est surtout pas pleurer? Ouais, carrément. Moi, le rire, c'est un médicament, c'est un truc. C'est le médicament le plus naturel au monde. J'ai tellement peur de la mort, je me pose des questions sur le sens de la vie. Ça va pas, quoi, tu vois. Par contre, quand je rigole, j'oublie tout. Et putain, la vie, elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, la vie. Et je voudrais rire tout le temps, quoi. Sauf que si on rit tout le temps, on se rend même plus compte qu'on rit et ça devient banal. Mais non, et c'est marrant que tu parles de clown triste parce que c'est vrai que le clown il fait rigoler, mais il n'y a pas plus malheureux qu'un clown au final. Parce que c'est le mec, il est en confrontation avec sa réalité tout le temps. Le mec, il sait pas marcher, il tombe, il fait rire tout le monde, mais lui, il est malheureux. La quoi. symbolique du clown, elle est. Parce qu'il voudrait réussir à marcher, genre. Il est pas bien dans ses habits, il gesticule, il tombe. Putain, mais lui, il voudrait être comme tout le monde, tu vois. Et c'est fou ce paradoxe entre putain, c'est marrant, mais moi, en fait, je kiffe le clown parce que je m'y retrouve pas mal, en fait. Je sais pas trop comment vivre en fait. Tu sais, j'ai manqué de choses dans ma vie, genre j'ai grandi un peu de manière bancale et même aujourd'hui, là je me pose beaucoup de questions, il n'y a rien qui est avéré, je suis beaucoup dans pas mal de tourmentes. Et c'est vrai que le rire ça permet de m'en libérer, notamment t'as le sport, t'as plein d'autres trucs. Mais c'est vrai que pour revenir au clown, c'est un peu mon semblable quoi, tu vois, genre j'adore faire rire, mais souvent je fais rire quand je suis en galère et tout, et en fait c'est un peu ce que je fais. Ouais, c'est un peu ce que fait un clown. Et ouais, ça cache carrément. C'est une protection, c'est une carapace, c'est une barrière. Mais je l'aime bien cette barrière. Franchement, moi je vois les gens rigoler, oh putain, qu'est-ce que j'aime. Ça fait du bien aussi. Ah ouais, carrément, ouais. Je crois que c'est la chose qui me comble le plus. Hein. Faire sourire les gens, les faire rigoler. En partie, tu vois. Après, pour une œuvre artistique, si je peux susciter n'importe quelle émotion, j'ai gagné, tu vois. Genre que je fasse pleurer, que j'énerve la personne, que j'ai gagné. À partir du moment où j'arrive à faire ressentir au spectateur ou à n'importe qui quelque chose, mais du coup dans le cadre d'une œuvre, ouais, non, là je suis gagnant. Mais par contre dans la vraie vie, ouais, faire rigoler j'aime bien. Ça, c'est un truc... Moi je t'ai déjà vu faire semblant de te prendre des poteaux en place publique juste pour faire tilter les gens à côté. Je sais pas si tu te souviens de ça, je dois avoir la vidéo quelque part, mais... Et nous on était pliés et les gens rigolaient pas forcément parce qu'ils se demandaient qui était ce gars-là qui sortait de nulle part et qui se prenait des trucs dans la gueule. Ouais, mais en fait, j'adore faire le con, mais en fait, j'adore surtout voir la réaction des gens. Et qui rigole pas, en fait, au final, je m'en fiche un peu dans ce cadre-là, tu vois. Oui. Mais c'est très vicieux. J'adore bousculer la routine des gens. Ouais. Tout simplement. Pas leur faire de mal et tout, pas être violent, pas être moche, mais juste qui voient un truc mais inhabituel et qui me jugent, genre je m'en fous, tu vois, mais juste leur changer leur routine. Qu'ils fassent un truc en mode, eh ben j'ai vu ça aujourd'hui. Moi j'ai vu un connard, là il a encore fait son intéressant, il s'est pris un panneau. Bon, c'est pas grave, tu vois, au moins il y aura un changement, tu vois. Parce que je me rends compte que la vie, qu'est-ce qu'elle peut être monotone, quoi. Genre, qu'est-ce qu'elle. Métro boulot dodo, Daniel Balavoine, tu connais, il a dit ça dans les années 90, c'est vrai. Métro boulot dodo, on est régi par ça. Et juste, tu vois, faire le con. Déjà, bah, moi je le fais de manière instinctive, je te jure, des fois, je me retrouve au sol, tu vois, dans le cadre de me prendre un panneau. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, putain, j'ai fait. Mais c'est une pulsion, quoi. C'est une pulsion. C'est incontrôlable, quoi. Je suis comme ça.
Peut-être que métro boulot dodo, c'est pas vraiment fait non plus pour des gens comme toi, moi, Baptiste. Même les gens en général qui veulent faire de l'art, je suis pas sûr Je suis que pas sur Terre pour je suis ça. pas sûr que métro boulot dodo ce soit intéressant, parce que tu sais, des fois je me dis bon bah métro, nous on vit pas sur Paris Oui. donc on en a pas. Boulot, en fait ce qu'on considère comme du travail c'est C'est notre notre kiff, passion, c'est notre passion. donc ça marche bien. Et dodo, nous bon, ça va, on dort bien, donc en fait c'est kiff et dodo quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Au C'est final, kiff c'est et ça, dodo. et c'est super. Qui fait dodo, ouais, ça résume bien le truc. Mais non, franchement, en vérité, si ma vie, elle est résumée à être métro, boulot, dodo, j'ai rien à foutre ici. Non, ouais, clairement. Franchement, je fais mes bagages, je trouve une autre galaxie. Bon, avec tous mes potes, ma famille et tout, hein, mais personne n'est fait pour métro, boulot, dodo d'ailleurs. Bah, Je sais pas, mais c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on est 7 milliards sur sur Terre et je dirais que les 3 quarts sont. Non, c'est un peu gros quand même. Si, plus. Bah, si, plus. Ils font ça quoi. Mais après, c'est. Comment c'est possible? Bah, c'est confortable, je pense. Moi, je le comprends. C'est hyper confortable. Moi, c'est angoissant. Non, je dis pas que ça m'angoisse pas. Moi, je dis que je le comprends. Oui, bien sûr. Ouais. Mais pour ma part, je trouve ça angoissant. J'aurais l'impression de passer à côté de ma vie. Après, c'est vrai que si ton taf te plaît, bon, bah pourquoi pas. Il faut tout pour faire un monde. Et après, on n'est pas non plus. On n'est plus dans une génération où tu restais 40 ans dans la même entreprise. Ouais. Ça n'existe plus, ça. Oui. Donc ça favorisait aussi vachement ce côté, tous les jours tu te lèves à la même heure, tu vas travailler à la même heure, Ouais. tu rentres à la même heure, tu fais les mêmes choses. Là, tu fais quoi plus tard? Bah, je reprends l'entreprise de mon père. Il fait quoi? Il fabrique des tabourets, d'accord. Et tu vas avoir un petit-fils, d'accord. Il fait quoi ton petit-fils? Bah, il va reprendre l'entreprise. Ah putain, ils sont super vos vies, les gars. Et du coup, ça vous fait plaisir de construire des tabourets? Bah non, mais on est obligé. C'est triste. Par contre, s'il kiffe faire des tabourets, bah YOLO, c'est trop bien. Mais oui, parce que c'est ça en fait. Je pense qu'on est Le aussi... plus important, c'est d'être heureux, tu vois. On est aussi, c'est une parenthèse, hein, parce qu'on n'est plus dans le domaine de l'art, mais on est aussi la génération qui a amené le principe de plaisir dans le travail. Enfin, Ouais. c'est peut-être venu avec celle d'avant, que remarque, mais ça s'installe de plus en plus. Mm. Et C'est vrai qu'avant, on se après posait c'est pas- peut-être bizarre parce qu'on est dans des milieux artistiques, etc. Mais j'ai quand même l'impression que Avant, il y a les mecs aujourd'hui qui vont en droit, qui vont dans ces trucs-là, c'est aussi par pure passion Ouais. et pas par intérêt. Bon, on en connaît hein, des mecs qui vont par intérêt, mais il y a de plus en plus et de partout ce côté j'ai envie de le faire parce que ça me fait kiffer. Moi je reprends toujours la même anecdote, je connaissais un mec au collège qui était tellement bon scolairement, tu vois, les profs lui voyaient une grande carrière scientifique, baccalauréat, machin. Lui il voulait faire de la mécanique moto, tu vois. Il voulait être mécanicien parce que c'est ce qu'il kiffait en fait. Bah ouais. Les profs ont essayé de tu sais, de l'envoyer vraiment vers une filière S en disant mais non, tu peux faire médecin, ingénieur, faire plein de trucs, qu'est-ce que tu vas te faire chier à faire mécanique? Il a dit non, et quand il a eu l'âge d'arrêter les cours, il a arrêté les cours. Ouais. Et aujourd'hui, je crois qu'il est mécanicien auto. Mais c'est trop bien, faut pas se forcer. Tu vois. Le plus important, c'est d'être heureux, les amis. T'as envie de construire des tabourets, tu fais des tabourets. Par contre, si t'es pas heureux là-dedans, bah donne-toi les moyens de faire autre chose. Et Dieu sait que c'est pas facile. Et que les 3 quarts du temps, bah on n'arrive pas, quoi. Ça demande un courage extraordinaire de dire non, je suis pas d'accord avec ça. Je vais essayer quelque chose d'autre. C'est terrifiant. T'es amorti, quoi. J'ai une autre sous-question rapidement, mais on en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu penses que les gens tristes en fait ils font de l'art? Qu'il y a que des gens tristes qui font de l'art? Non. Moi, je pense pas. Triste. Bah après, on est tous plus ou moins tristes, tu vois. On a tous des émotions plus ou moins importantes, plus ou moins. Moi, je pense pas qu'il y ait que des gens tristes qui font de l'art. Non. Comme, tu vois, il y a des gens haineux qui font de l'art, il y a des gens. Tu prends toutes les émotions, tu les accroches à une personne et ça fonctionne. C'est une personne qui fait de l'art, tu vois. N'importe qui peut faire de l'art. Juste, il faut que ce soit une envie et quelque chose d'essentiel, quoi. Juste, t'as envie de faire ça, vas-y, donne-toi les moyens, exprime-toi et peu importe. Non, il n'y a pas que les gens tristes qui font de l'art. Heureusement, t'imagines. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Tu penses qu'il y a que des gens... Il y en a beaucoup, hein. Moi, je pense. En fait, c'est que je repense à la phrase de Nekfeu et du coup, je me dis... Ah ouais. Je sais pas si c'est que des gens tristes, mais je pense que c'est des gens qui ont une vision assez singulière du monde. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle entre nous ou avec d'autres gens, tu sais qu'on Je dirais on pas les a triste. jamais rencontrés, Du coup, je on dirais les pas croise sur un triste, tournage, et je finis juste ça. Oui, vas-y, On pardon. les croise sur un tournage, on les a jamais rencontrés. Et bah, on se rend compte qu'en fait, on a tous cette distance-là par rapport aux choses où tu te dis, en fait, peut-être c'est pas si... Tu vois, il y a ce côté un peu, pas névrose, mais
je trouve quand même en général que les gens qui s'orientent vers des milieux artistiques, c'est des gens qui ont une réflexion assez singulière et assez, je dirais pas pessimiste de la vie, mais par moments avec beaucoup de tristesse et de mélancolie. Disons que je pense que contrairement à des gens qu'on... En fait c'est ça, tu vois, l'artiste il est pas stable. Tout comme chacun, tu vois, tu peux perdre ton métier le lendemain. Non mais en fait l'artiste, dès ses débuts n'est pas stable et ne le sera jamais vraiment. Contrairement à une personne, je pense, c'est pas avéré, c'est pas dans tous les cas comme ça, mais ça reste souvent le cas, contrairement à une personne qui fait des études ou qui n'en fait pas, enfin peu importe, qui choisit une voie de vie avec des possibilités d'emploi diverses et variées, tu vois. Un artiste, s'il se bouge pas le cul, bah il gagne pas de sous, tu vois, il fait rien. Il sera pas embauché par quelqu'un puisque c'est lui, c'est ce qu'il propose lui à l'intérieur de son corps qui va fonctionner ou qui va pas fonctionner. Donc c'est en ça, à mon avis, que l'artiste est différent du reste des autres. C'est en cette personnalité vraiment particulière euh, qui va s'affirmer, qui va pouvoir vivre confortablement ou pas, hein, tu vois, il sait pas encore une fois. C'est dans cette instabilité qu'il est différent, je pense. Donc ça procure peut-être plus un temps de réflexion contrairement aux autres et plus euh, une... En fait, oui, ça découle peut-être plus vers de la tristesse au final. Plus vers quelque chose de... Ah, ça marche pas, c'est dur. L'artiste, pour moi, c'est comme si c'était un mec qui observait, tu vois, la société. Tu vois, il voit tout ce qui va pas et ça le désole, ça le rend triste, mais il peut pas faire grand-chose. Oui, je pense que c'est ça que j'arrivais pas à dire. Tu vois beaucoup plus Il est à facilement l'écart, tout ce quoi. qui va mal. Ouais, Ouais. tu vois tout ce qui va mal. Parce qu'il est pas dedans. Et comme tu as tendance à les analyser en tant que Et c'est ça créateur, qui le quel rend que soit triste. ton art, tu vois, je pense que ça te... Ouais. Moi, je pense que c'est surtout pour ça qu'on peut dire que, ouais, ils sont sans doute peut-être plus tristes que la moyenne. Après, c'est peut-être sans doute aussi des personnes qui sont... Encore une fois, parfois, hein, c'est dur de généraliser. J'ai toujours du Après, mal. on n'est pas là pour généraliser, tu sais. Oui, bien sûr. On en parle pendant 10 minutes, mais il nous faudrait des heures d'entretien pour arriver Ouais, à quelque chose c'est clair. d'intéressant. Mais ouais, peut-être des gens qui ressentent plus. Mais est-ce que tu as l'impression Je pense. que ta vie et le rapport que tu en as, elle impacte ton art? Ouais. Carrément. Ouais. De temps en temps, je fais de la musique avec Léopold. Et j'écris des textes de musique. Ça, entre du rap et de la chanson. Et du slam. Et je me base sur ce que je vis, en fait. Genre, mes écrits, c'est que mon vécu, en fait. Et ce que j'observe. Donc, c'est assez personnel et à la fois universel. Donc, ouais, ça influe vachement. Même dans les écritures. Hein. Ouais. Enfin, j'en parlais justement des écritures, mais pas en tant que parole, en tant que juste écriture purement et simplement. Je pense que c'est peut-être la base de la création et de l'imaginaire. Se baser sur le vécu pour pouvoir imaginer. Il y a forcément une fondation. Du coup, on va passer à la quatrième grande question, avant de faire un petit jeu. Ah ouais. Ah oui, on va détendre l'atmosphère quand même. Ah bah oui. Mais avant, une question qui est pas simple, mais est-ce qu'on peut parler de ton hypersensibilité? Parce que je voudrais savoir comment tout ce qui se passe dans ta tête influence ton art et ton jeu. C'est pas facile. Je crois même que moi j'ai pas vraiment la réponse. Comment tu la vis déjà, toi, ton hypersensibilité? Parce que c'est un spectre qui est très large, Ouais. l'hypersensibilité. Ben moi je la vis. C'est moi en fait. Je suis hypersensible. Ça c'est un fait, c'est comme ça. Mais je me suis toujours forcé, j'ai toujours refoulé en fait cette hypersensibilité, j'ai toujours voulu la cacher qu'aujourd'hui je la monte de plus en plus peut-être, je sais pas. Et encore c'est compliqué. Il y a tout plein de choses qui me font mal, qui me font du bien, mais de manière beaucoup plus décuplée, donc ce qui est l'hypersensibilité. Et j'en arrive à un stade, en fait, à force d'avoir trop refoulé, en fait, je sais plus vraiment, parfois, qui je suis, où je vais. Parce qu'en fait, je me suis menti pendant très longtemps. J'aurais dû m'accepter, dire, écoute, tu es comme ça. Il faut que je relâche les curseurs, que
que je respire et que je me dise allez vas-y c'est parti, vis ta vie, arrête de te poser des questions, mais cette hypersensibilité fait que je me pose tout le temps constamment trop de questions, que tout rentre d'une oreille mais ne ressort jamais. Du coup ça me fait beaucoup réfléchir, trop et mal souvent. Du coup ouais, en fait j'ai envie d'être comme autrui. J'ai pas forcément envie d'éprouver tout le temps ça en fait. J'envie les autres des fois, mais en fait je sais pas, je suis pas dans leur tête. Et le plus important c'est dans ces moments-là de penser à mon être, à moi, tu vois. Et c'est un combat qui est pas facile. Tu l'as su tôt que t'étais hypersensible? À la suite des tests de précocité. Ouais, avec. Ouais. C'était à la suite. Donc CPSE1, un truc comme ça. Alors qu'on comprend pas forcément en CPSE1 ce que ça fait. Tu le comprenais déjà? Bonne question. Non, je pense pas. Je pense pas. Non, en vrai... C'est marrant parce que j'ai vraiment le souvenir de cet entretien avec la maîtresse. Et avec la réflexion que j'ai aujourd'hui, bah, je me dis mais oui, mais tu le savais en CP, enfin tu voyais ce que ça voulait dire, mais en fait non, pas du tout. Non, je l'avais pas capté. Parce que c'est... Il y a Ben Never qui en a parlé il y a pas longtemps, enfin il en parle de temps en temps de l'hypersensibilité, mais là il a fait une... Dans sa dernière vidéo, il a expliqué que quand il était justement en grande section CP, enfin par là tu vois, il y a un gars qui avait fait tomber ses gâteaux, et le simple fait de se mettre à la place du mec l'avait fait pleurer. Genre, mais oui, mais moi ça m'arrive tout le temps ça. C'est un truc de fou. Mais c'est... Emma, ma copine, on était dans le Périgord, je crois. Ouais, c'est ça, cet été, là, on était allé voir des potes. Je lui achète une glace, on marche dans la rue, elle fait tomber sa glace. Putain, mais j'étais triste. J'étais d'une tristesse, mais j'étais affolé, quoi. Mais le truc, alors, ce qui est vraiment bizarre, ce que je voulais expliquer tout à l'heure, mais je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, encore une fois, c'est qu'en fait, je devrais tout relâcher et dire putain, je suis triste, fais chier, mais t'as vu ce qui se passe, la merde, tu vois, j'en peux plus. Mais non, en fait, je suis de marbre. Dans ma tête, c'est le dawa, c'est en mode ça va pas, je suis triste, machin. Mais de l'extérieur, je n'arriverai pas à pleurer. Parce que je me juge constamment. Je suis en dualité avec moi-même. C'est quand même fou. Et c'est ça mon plus gros problème. Moi je comprends, mais... C'est ça mon plus gros problème, c'est parce qu'en fait, je veux pas me montrer peut-être différent, peut-être... Mais en fait, je suis sûr que ce serait salvateur parce que je serais vraiment moi, ou alors pas, je sais pas. Tu vois, ce bordel un peu, Et le nombre de fois où j'ai envie de chialer, où j'ai envie de pousser un fou rire et tout. Mais je vais dire non, calme-toi, c'est bon, tranquille. Ouais. Bah, parfois, rien que de penser à une situation, ça me plonge dans une tristesse de fou, une espèce de mal-être profond. Hein. C'est puissant quand même. C'est fort. Extrêmement puissant, mais est-ce que, dans le sens inverse, tu penses que ça t'aide aussi par moment? Ouais, parce que c'est moi. Alors non, attends, j'ai écourté la phrase. Oui, ouais, parce que c'est moi. Oui, ok. Bon, non. Ça mène à créer, à développer des choses. Ouais, en vrai, ça m'aide pas mal. Mais en même temps, c'est bizarre de dire ça m'aide parce que c'est moi, du coup. Non, mais par exemple, quand tu dois jouer, le fait de concevoir une vie qui est pas la tienne quand t'es hypersensible et que t'absorbes tout ce qui passe autour de toi. Du jeu, ouais. Oui. Par exemple. Ouais, ça m'aide de ouf. Ouais, je trouve. Ça, moi, je trouve... après, j'ai pas d'autres exemples, parce qu'on éprouve que notre vie à nous, tu vois, au final. Moi, je peux pas savoir comment, toi, par exemple, en incarnant un rôle, tu vas te mettre... du coup, d'un point de vue purement personnel, pour le coup, moi, j'ai la sensation que ça m'aide parce que... je peux peut-être plus facilement rentrer dans un personnage. Peut-être. En tout cas, j'ai l'impression. Parce que ça va peut-être plus facilement me... Je sais pas, un personnage... je sais pas, ça... Il rentre chez lui, il apprend que sa femme s'est fait écraser. Je sais pas, un truc horrible, tu vois. Je vais peut-être plus facilement ressentir l'émotion appropriée, tu vois. Peut-être. En tout cas, le jouer. Le vivre, je sais pas. Mais ouais, je pense que ça peut aider au niveau du jeu. Ouais. Ce qui est bien. En parlant de jeu, on peut passer au petit jeu. Si ouais, oh là là. Le premier petit jeu, c'est le Que penses-tu de... C'est quelque chose de... C'est question moins complexe, on se prend pas la tête. Je te donne des œuvres. Normalement, ces œuvres, je sais que tu y as eu un rapport assez particulier.
Ouais. Ou en tout cas, c'est des œuvres dont on a parlé et dont j'aimerais que tu parles en fait aux gens de tout ce que ça t'évoque. Ouais. Donc j'ai choisi des œuvres assez récentes pour le coup. Ok. La première, c'est Les Misérables de Ladji. Oh. Trop stylé. Le bien critique journaliste. Trop stylé, point. Non, parce que t'es sorti, je t'ai croisé, tu sortais de la séance Oh. et t'étais séché. J'ai vu dans tes yeux que ça. Un truc de fou. Ouais. Ah non, mais. Putain, j'ai pas les mots. J'arrive pas à sortir quelque chose de. Non, c'est juste. C'est d'une justesse. Et. Moi, ça me rappelle Francisco Ferreira, un de nos profs à la fac, qui dit c'est le meilleur film du 21 e siècle. On peut arrêter, c'est bon. Je sais pas, je sais pas Il comment. a dit ça des Misérables ? Ouais. D'accord. Il a dit c'est le meilleur film du 21 e siècle, quoi. Genre. En fait, je saurais pas expliquer de manière technique en quoi ça m'a vraiment marqué. Fais-le avec les sentiments alors. Ouais, avec les sentiments, c'est une puissance. T'as de l'empathie pour tout le monde en fait. Ils sont tous dans un bain de merde. T'as de l'empathie pour les flics parce qu'ils font un taf vraiment, c'est pas facile quoi. Ils sont comme des gros gangsters parce qu'ils sont obligés pour avoir une espèce de pseudo-autorité. T'as de l'empathie pour tous ces jeunes de banlieue qui sont dans la misère, tu vois, ils partent pas en vacances, ils restent dans leur bloc. C'est inhumain quoi. Depuis quand tu mets des gens dans des cages comme ça, tu vois. Et là, je trouve que lui, il a vraiment bien fait ressentir. Avec La haine de Kassovitch qui date des années 90, franchement, c'est le film. C'est ce qui a été. Mais Les Misérables, ça fait du bien quoi. Ça a été très souligné, son objectivité absolue sur Ouais. tout le monde. D'ailleurs, on parlera pas de la fin pour ceux qui l'ont pas vu, Ouais. mais la fin, Ah bah oui. elle représente cette neutralité-là du propos. Que faites-vous C'est-à-dire, personne ne gagne, personne ne perd, on ne sait Bah pas ouais, parce ils que sont ça se tous reproduit dans la tout le temps, merde, parce qu'ils sont quoi. tout le temps dans la merde. C'est des misérables quoi. Et le deuxième film, Oui. c'est un film, je sais que tu as eu un rapport particulier parce que tu m'en as fait une analyse. Alors par téléphone ou quand on s'est vu, je sais plus, mais tu avais un regard très très intéressant là-dessus. C'est un film de Todd Phillips qui s'appelle The Joker. Oh yeah. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Joker, ce que ça t'évoque sur la psychose? Bah ouais, c'est ce côté on devient fou, ou on l'est, mais en tout cas dans la diégèse du film, les gens qui l'entourent, personne ne le comprend quoi. Et c'est un mec, il est taré, point, vas-y, ciao, alors que c'est une vraie souffrance. Aidez-le ce mec, regarde. Moi je vois le Joker, j'ai envie de l'aider quoi, le pauvre. Le mec il est tout seul dans la rue, il a un vieux post-it pour dire je me moque pas de vous, mais c'est compulsif, je suis obligé de rigoler. Mais vas-y quoi, montre un peu d'humanité quoi pour cet homme, et je sais pas, aidez-le quoi. Et du coup il fait des choses terribles. C'est un mec qui a la dérive constamment quoi, et qui fait une pseudo-révolte. Après moi le seul bémol que j'ai eu, c'est qu'on en a tellement parlé, on a tellement parlé de ce film qu'en fait je suis allé le voir au cinéma avec tellement d'attentes. Ouais. J'ai été satisfait, ces attentes, mais le truc c'est qu'en fait j'ai eu un bain de médias, de discussions. On m'a dit regarde-le, putain, c'est un film de ouf. Je suis d'accord. Mais ça m'a enlevé beaucoup de plaisir de savoir tout ça. Alors que Les Misérables, j'y suis allé, j'avais aucune idée de ce que j'allais voir. Puis parce que tu l'as analysé aussi vachement avec le côté psychotique, le Joker. Enfin, tout ça sur la psychose et la déréalisation. Ouais. Ouais, c'est cette idée de. T'as pas l'impression de t'appartenir ou t'as peur de faire des choses que t'as pas envie de faire et lui il les fait quoi. Tu vois, il y a un pas qui est affranchi. Le mec est constamment en souffrance. On n'est pas dans sa tête mais on ressent très bien son côté un peu ouah putain c'est le bordel. Et ce qui fait peur dans ce film c'est que lui il passe à l'acte quoi. Ouais. Il fait des trucs de fou quoi. Et il faut que ça reste des peurs quoi. Et c'est ça qui c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. On va parler de ton expérience de comédien. Donc on a parlé de quand est-ce qu'elle débute. Enfin, tu nous as dit que tu avais commencé le théâtre, t'as dit en seconde ? En seconde, ouais. En seconde. Nous on a commencé à travailler ensemble sur Dolos. Est-ce que tu peux raconter comment tu as vécu ce film-là ? Oh bah oui. Et après on parlera des tournages de Baptiste. C'était une super aventure. Ça a duré une semaine il me semble, c'est ça ? Ouais. 8 jours, 7 jours. Non, on était plus proche des 5, mais 5, ouais. comme il y avait des jours où Il y on avait de la tournait prépa, pas. ouais. Non, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie, honnêtement. Très honnêtement, espèce d'aventure. T'as l'impression que le tournage, pour moi, ça a duré
2 mois, quoi. Ah oui, on a l'impression que... Tellement dense que... Ouais, non, c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait une super dynamique, il y a eu des galères, mais on s'en est sortis. Moi, je découvrais vraiment ce qu'était un tournage qui commençait à vraiment être gros, quoi, avec des ambitions qui sont vraiment, il fallait les faire, quoi, je veux dire, notamment le dernier jour de tournage, je crois que c'était le dernier jour, ouais, à la Mélusine. Ouais. Ces séquences de braquage, là, fallait les mettre en place, quoi. Et j'ai ressenti énormément de fatigue, mais je crois que j'ai jamais été heureux d'être fatigué comme ça, quoi. C'était tellement satisfaisant, puis t'étais entouré de tout le monde, c'était l'aventure. Voilà, moi, ce qui me plaît, par-dessous tout, dans ces projets-là, et en fait, ce qui me plaît dans la vie tout court, je crois que c'est ce pourquoi je vis, c'est l'aventure, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je kiffe l'aventure. J'ai envie d'être aventurier, quoi. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Mais ouais, Et surtout, tu vois, galérer, dire ok, on a organisé ça, et quand ça arrive, putain, c'est comme si c'était Noël, tu vois. C'est le début du tournage, c'est Noël. T'as le matos, t'as les gens que t'aimes autour de toi, tu filmes, on te rassure, là ça va pas recommencer tout, il y a des galères, c'est pas grave, on s'en sort, tout le monde est dévoué. On est ensemble. Carrément, et c'était un super moment, puis même ça m'a permis de revoir un ami du collège, Tristan. Tristan Paris, qui est au cours Florent, à Bordeaux. Ouais, qui est au cours Florent à Bordeaux, du en coup. théâtre. Et je t'avais appelé, je me rappelle, la veille du tournage ou l'avant-veille. Ouais, j'ai un pote et tout, ils peuvent dire si tu veux, est-ce qu'il correspond du coup. Oui, parce qu'on avait été séché par notre comédien qui Voilà, était plus là. Et c'était qui d'ailleurs on jouer va pas dire. Oui, d'accord. On dira pas, c'est pas gentil. Ouais, ok, ça marche. Non pas qu'il n'y a pas du tout d'animosité du tout, mais j'ai pas envie de dire... Ah oui, bien sûr, oui, non, mais c'est vrai que c'est perso. J'en avais oublié l'enregistreur. De quoi? J'avais oublié l'enregistreur. Mais si t'as oublié qu'on enregistrait, c'est bon signe. C'est bon signe. Ouais. Mais oui, c'est vrai que t'as ramené Tristan. La veille du tournage, tu me dis, en fait, j'ai un gars. J'étais trop heureux. Mais moi, tu sais qu'en plus, la première fois que je le rencontre, mettons, on tourne le lundi à 6h, je le rencontre le dimanche de la veille à 22h. À 22h, il arrive, il fait « Ah, c'est toi, Tristan ?» Ouais, bah là, j'ai pas le temps. C'est Allez, ça, salut. ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que j'étais passé... Ouais. Bref, en tout cas, incroyable. Vraiment super. Puis ça nous a permis de monter une équipe qui est restée au final. Enfin, c'est ça qui est trop... Moi, c'est ça que je retiens aussi, parce que le film en soi, à la fin, il a eu tout un tas de soucis techniques, il était pas forcément... Ouais, mais toi, c'est ce que ce sera pas le meilleur film qu'on aura fait, tu vois, mais... C'est ce que je t'ai dit et ce que je redirai encore très souvent, c'est que il faut passer par là. Il faut oui, non, mais bien sûr. Il faut se rendre compte que ce qu'on a fait, bon, voilà, si on regarde dans 5 ans par rapport à ce qu'on a fait la veille, bon, voilà, c'est pas ouf. Mais justement, ça sert à ça. C'est des travaux qui permettent d'avancer. Et les gens qui font pas de travaux, bah, c'est compliqué quand même. Et c'est cool. Du coup, ensuite, t'as tourné 2 fois avec Baptiste Camps. Ouais. En janvier 2020 sur Être Image et en juillet 2020 sur Danse de la Mort. Ouais. C'était différent? Bah, carrément. Ouais. Mais tout aussi cool, hein. Mais très différent. Vous avez pas du tout la même manière de réaliser. C'était très perturbant. Hein. C'était... toi, c'était vraiment carré. Genre, on y va, quoi, tu vois. Alors que Baptiste, tu pouvais arriver et il disait, oh non, faites ce plan. De toute façon, Baptiste, il a pas de découpage technique. Mais c'est ça qui est ouf. Et en fait, quand tu vois le résultat de ces films, ça te fait rager. De manière très honnête, je crois que je l'ai jamais dit, mais au début, j'étais en mode, mais où on va là? Mais il va nous faire. Si, mais j'en ai parlé avec Baptiste lors du podcast, et on en a parlé souvent avec Baptiste. Je lui ai dit que quand on a. Être Image, c'était la première fois qu'on tournait avec lui. Et moi, j'étais en tant que grave réal. Moi, je pétais un câble. Je fais, mais comment il fait tout en impro? Mais ouais. Mais en fait, c'est pas tellement de l'impro, parce qu'il sait où il va. Oui. Mais ça, je ne le comprenais pas à l'époque. C'est trop fort. Et du coup, au tout début du tournage, j'étais en mode, le premier en tout cas. C'était en mode, mais frère, mais ça va ressembler à rien ton truc. Enfin, j'ai peur en tout cas de ça. Puis en fait. Je lui ai pas dit. Moi, j'étais comédien, voilà, fait que je joue. Moi, je lui ai dit. Ouais. Je lui avais dit. Et c'est arrivé à la soirée Kipitch où on le projette en salle. J'avais pas vu le film avant et je le vois en salle et je vois la réaction des gens. Enfin, je l'avais vu avant sur ordi, mais on était entre nous. Et déjà, j'étais en mode quand même. Et puis en fait, moi, il m'a saisi à la salle. Il m'a saisi en salle. Vraiment, quand je l'ai vu plonger dans le noir sur ce grand écran, j'ai fait ok, d'accord. Ok, je suis une merde, il m'a séché. Il avait raison. Mais en tout cas, moi je le pensais au début du court-métrage, mais je sais pas, même pas un jour ou 2 jours après, j'avais capté. J'étais en mode putain, mais en fait, t'es aussi. Tu parais aussi, en tout cas, bordélique que moi. Mais en fait, on est des bordéliques organisés, quoi. On aime bien être bordélique, en fait.
si on n'est pas bordélique, ça va nous angoisser ou je sais pas comment lui va réagir, mais ça va pas fonctionner. Moi, je pense que si je réalise un film un jour, ça va être comme ça. Hein. Il est En mode, non, je veux plus que ça, extrêmement je veux plus que ça, machin truc. En fait, parce que mes idées, comme lui en fait, mes idées vont changer et ça va être normal, tu vois. Et à partir de là, j'ai fait, bon, putain, mais je te suis, mais les yeux fermés, quoi, y a pas de souci. Puis en fait, tout est structuré, mais dans sa tête. Ouais. Tout ce qui est papier, en fait, pour lui, ça sert à rien. Ouais, mais pareil, moi je pense que c'est vraiment, c'est la même, quoi. Genre, Bah, quand l'épisode entre toi et moi, là, aujourd'hui, quand ce podcast sortira, celui sur Baptiste est déjà sorti, donc je peux parler d'un truc que Baptiste m'a dit, mais il m'a dit quelque chose de très beau, en fait, sur sa manière de penser, Ouais. que je comprenais pas avant qu'il me l'explicite comme ça. Il m'a dit, moi, la narration, c'est pas l'histoire et la narration qui influencent la mise en scène, c'est l'inverse. C'est ma mise en scène, et c'est ce que je veux faire avec l'image, qui influe l'histoire. Et quand tu dis ça, tu fais, ah bah, en fait, je comprends qu'il s'entoure de mecs comme Azad, qui ont une faculté d'improvisation qui est ouais, putain, extraordinaire. Je comprends mieux. Ah, mais moi, il a fallu qu'il m'en parle et qu'il me l'explique. Et j'ai dit, Bah ah, ouais. effectivement, ça se... Ouais. Ouais, bah c'est très bien dit. Et je suis entièrement d'accord avec lui au final. Moi je pense que je suis plus dans cet ordre-là, tu vois. J'arrive pas à être organisé, c'est terrible, c'est maladif. Hein. Moi, je sais pas si je pourrais l'être. Par contre, Ça, c'est différent, j'apprécie vachement plus, du coup, de bosser avec lui là-dessus. Ah bah tu m'étonnes. J'apprécie plus maintenant que je comprends vraiment les choses. Parce que sinon, avant, mon côté carré me disait, non, c'est trop le... Après, n'importe quelle démarche de travail, tu vois, le fait que tu sois carré, lui, un peu bordélique, chacun se vaut, tu vois. Il faut pas chercher à être comme l'autre ou quoi, tu vois. Moi, tu vois, quand je dis que je me retrouve plus dans le taf de Baptiste, c'est pas entièrement. Enfin, je veux dire, si on fait chacun un court-métrage, ce sera pas pareil, c'est normal, tu vois. Mais c'est vrai que je me retrouve pas mal dans ce qu'il fait, dans cette idée de. Il aime bien être surpris, quoi. Il aime bien se dire non, tu vois, c'est parti. En plus, j'ai remarqué, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre des décisions dans la vie, et je pense que si je fais un projet, genre, je pourrais prendre des décisions en 2-2. Et je pense que ça ferait du bien, tu vois. Réussir à dire là maintenant, non, c'est bon. Non, mais du coup, peut-être que l'idée pour quelqu'un comme toi, qui est un peu entre les deux, ça peut être justement d'avoir quelqu'un pour gérer la tech et gérer l'orga de très carré, et par contre, en même temps, des comédiens et une équipe artistique prête à réagir au dernier moment au cas où, quoi. Grave. Carrément. Et petit moment confession, mais est-ce que tu peux me dire des trucs que t'as aimé, des trucs que t'as pas aimé sur les tournages à la fois d'Olos et à la fois sur les deux tournages de Baptiste. S'il y en a, hein. C'est chaud, mais... Les trucs que j'ai aimés, j'en ai déjà pas mal parlé. Enfin, tu vois, c'est l'ambiance, comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des trucs que t'as pas aimé. D'être vraiment dans la vie que je menais, aventure. C'est le fin mot de l'histoire, c'est l'aventure, j'adore. C'est le truc que j'ai pas aimé, et franchement, c'est que j'y réfléchi pas mal de fois, et je crois pas. Hein. Mais vraiment, honnêtement, de la manière la plus honnête possible, je veux pas être vraiment ce que je ne suis pas, c'est-à-dire faux cul. Non, je suis honnête, les amis. Je crois que y a rien qui m'a dérangé. Parce que je suis parti du principe que c'était un projet entre potes, que l'être humain réagit dans différentes manières, comme bon lui semble, chacun ses humeurs, ses tempéraments. Parfois ça s'embrouille, mais c'est comme ça. Ça m'a jamais déplu, tu vois. Et rien ne m'a posé problème. J'ai réfléchi. Bah si, mis à part le son dans Dolos, quoi. Ça m'a fait Oui, chier. mais je veux dire, c'est pas forcément lié. Oui, c'est pas lié au tournage, qui quoi. est lié à toi. Ça m'a cassé les couilles. Après, on a fait de la post-prod. Si, c'est un peu lié au tournage, du coup, mais. C'est intéressant, tu vois. Après, on a fait de la post-prod, Ouais, on a découvert un truc. On a fait du doublage, ouais. Attends, laisse-moi réfléchir s'il y a un truc qui m'a déplu, mais... Après, moi, ça me va, hein, si tu dis que si tu dis que rien t'a déplu, moi, je suis très content. Bah oui, je sais, mais j'aimerais bien quand même avoir... Enfin non, j'aimerais bien, c'est nul. J'aimerais bien avoir pas aimé des trucs, quoi, merde. Non, mais non, y a rien qui me vient, je t'avoue. Ok. Franchement, non. 7ème grande question, avec plein de sous-questions, forcément. Eh oui. On a parlé de ton approche à la comédie, Ouais. mais au final, c'est quoi être acteur ? Parce que j'ai l'impression que t'es constamment acteur. Ouais. C'est là à la fois un problème ou pas un problème, ça dépend comment on veut l'entendre ou comment on veut le ressentir, mais c'est quoi être acteur ? Pas évident, hein. C'est quoi être acteur ? Qu'est-ce que c'est être acteur ? Il y a un super film de Bertrand Blier, je sais pas si tu vois qui c'est, réalisateur français qui a fait Les Valseuses, Buffet froid, Préparez-vous Bouchard, je crois que c'est l'un de mes rires préférés.
qui a fait un film qui s'appelle Les Acteurs, justement. Un film que je vous conseille, ceux qui écoutaient ce podcast, qui parle justement de ce que c'est le fait d'être acteur. C'est un film qui est absurde, qui a aucun sens. Un casting de malade mental avec tous les plus grands acteurs français de l'époque. Et il se passe n'importe quoi. Donc, moi, je rejoins un peu cette idée-là. Je sais pas si c'était ce qu'il a voulu exprimer, mais pour moi, être acteur, c'est être qui on veut. C'est tout. C'est une bonne réponse. C'est être qui on veut. On peut être n'importe qui. Il est comment, le Hazard qui joue pas? Le Hazard qui joue pas. Il est comment, le Hazard qui joue pas? Faudrait peut-être lui demander. C'est méta. On part dans un épisode de migraine après, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu vas dans ma tête là. Qu'est-ce qui se passe? Le Hazard qui joue pas, il se prend un peu trop le chou. Contrairement quand il joue. Quand il joue, il se pose plus trop de questions, il y va, tu vois. Et il aime bien faire plaisir aux gens. Comme le Hazard qui ne joue pas au final. Mais non, le Hazard qui joue pas, il se prend trop la tête, hein. Faut qu'il se détende un peu, quoi. Genre, faut souffler un coup, mon poulet. Hein. Et le Hazard qui joue pas, il s'ennuie. Ouais. Ah, de ouf. Faut qu'on fasse plus de projets, du coup. Ouais. Il s'ennuie un peu, il sait pas trop quoi faire, il se tourne les pouces. Après, je dis pas. Il s'ennuie beaucoup, mais quand il trouve un truc qui lui plaît, comme la musique, le sport ou justement le jeu, ça fonctionne bien. Mais il doute beaucoup. Ouais. Il se pose beaucoup de questions. Il aime beaucoup. Il doute, mais il aime beaucoup. Il aime énormément. Ouais. Question suivante. Ouais. Est-ce que le cinéma a déjà fait évoluer ta vision du monde? Mais comme toi, t'es un comédien à la fois sur les planches et sur les plateaux, j'ai quand même envie d'élargir la question. Donc on va parler de ciné et de théâtre, mais est-ce qu'il y a une pièce ou un film du coup qui a déjà fait évoluer ta vision du monde? Ouais. Il y a un film qui m'a traumatisé. Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais... Qui t'a traumatisé? Vas-y, je le dis et tu me dis si je me trompe. Vas-y. Requiem for a Dream? Ah non. Ah putain, parce qu'on en a parlé de celui-là. Ouais, non, enfin oui, c'est vrai que lui, oui, il m'a traumatisé, c'est sûr. Et... Bah tu sais quoi, en fait, j'y pensais pas, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais vas-y, dis ton idée de base. Bah c'est Interstellar. Ah ouais? Bah, parce que c'est éclaté, quoi, enfin... Mon cerveau, il se pose déjà beaucoup trop de questions, je regarde un film comme ça, je suis en PLS après. C'est terrible. Mais c'est vrai que là, du coup, je te parle d'un truc qui est vachement science-fiction. Mais après, si on se base sur quelque chose de plus rationnel, je dirais, c'est vrai que des films comme des films d'une grande tragédie qui mettent très très mal, donc ouais, comme Requiem for a Dream, comme Eternal Sunshine of My Spotless Mind. Waouh, qu'est-ce qui me met mal ce film. Mais c'est mal, mais beau à la fois. C'est le film préféré d'un ami, ça. C'est vrai? Ouais. Il me met mal, mais en même temps, il est beau à mourir, quoi. Tu sais, c'est le parfait mélange, Gondry, hein. Parfait mélange entre la beauté, la grâce absolue. Genre, c'est magnifique. C'est le parfait mélange entre le paradis et l'enfer, quoi. Je trouve. Donc, toi, t'as des films comme ça. J'adore être triste au cinoche. Enfin, l'art en général, j'adore éprouver la tristesse. Je sais pas, c'est un purgatoire. Je me dis, putain, le réel, il m'a provoqué cette émotion-là. Oh, c'est cool. Ou comme les pulsions de violence aussi. Ouais. Quand on regarde des trucs violents et tout, ça évacue pas mal de notre colère aussi. Carrément. En fait, oui, c'est vrai que je disais tristesse, mais n'importe quelle Mais émotion. non, mais je suis entièrement d'accord avec toi sur la tristesse. Où, tu te sens moins seul, en fait. Et puis c'est également... Enfin, je sais pas. Pour des gens comme toi et moi qui ne pleurons pas beaucoup, c'est aussi prétexte pour pouvoir se lâcher et avoir une excuse. Tu sais, tu vis par procuration le truc et tu dis « Ah, je peux éliminer mes problèmes. » Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est logique. En ayant l'impression d'évacuer ceux de personnages qui n'existent pas. Ouais. Mais moi, c'est encore pire que ça, c'est que j'ai jamais pleuré, très 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 rarement au cinéma. J'ai pleuré, je crois, 1 ou 2 fois, genre Forrest Gump.
Ah non, moi le cinéma me fait vraiment énormément moi, chialer. Je pleure pas dans la vie. Ouais. Par contre, le cinéma. Moi, en fait, j'en arrive à des stades où je sais que c'est triste, je sais que je voudrais pleurer, tu vois. Du coup, je suis comme ça. Enfin, je me crie sur le mode allez, pleure. Non, mais c'est beau là. Vas-y. Tu sais, je me mets à grimacer tout genre, mais pleure, putain. Oh, ça marche pas, fais chier. Au pire des yeux qui brillent, quoi. Au grand max. Mais. Non, je crois que j'ai plus de larmes dans le corps. Plus de larmes dans la machine. Ok. Ça part sur un. Mais du coup, ouais, des films tragiques, ouais, Requiem, ça fonctionne super bien, Eternal Sunshine. C'est marrant, quand on me pose une question, j'ai tendance à oublier pas les sujets de la question, mais comment y répondre. Quel est le contenu, tu vois. Le contenu, c'était quelque chose qui a fait évoluer ta vision du monde. Mais on peut enchaîner sur la deuxième, c'était ce qu'il y a des œuvres. Du coup, moi, je vais dire œuvres pour ne pas limiter la question au cinéma pour toi. Mais est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont appris des grandes leçons? Tu sais, des grandes leçons de vie. Oui. Là, c'est sûr. Genre, t'as tout remis en question à la suite d'un film, d'une pièce de théâtre, d'un livre. Ah, je dirais pas remettre en question, je dirais juste... moi, leçon de vie, c'est plus... ça m'a réconforté. Je me suis senti compris, soulagé. Ou alors, ouais, je me suis remis en question. Je sais pas si vous avez vu le film Good Morning England. Non. Comédie anglaise, radio anglaise des années 60, radio pirate, tu vois. Du rock à gogo, une bande de potes qui s'aiment sur un bateau, l'État qui les fait chier. Moi, j'ai dit putain, en fait, je veux être sur ce bateau, quoi, je me sens trop bien. Je veux être avec eux, quoi, c'est le paradis, quoi. Et ouais, j'ai prouvé ça, tu vois, mais tu vois, de manière très positive. Ok. Sinon, je suis sûr qu'il y a d'autres films. C'est pas une question facile, surtout que t'as pas eu les questions en avance. Bah ouais. C'est compliqué, hein. Ah. Et la grande partie numéro 9, c'est un jeu. Ouais. Ça, vu que tu as pas eu les questions d'avance, ça va être compliqué aussi. C'est vrai? Ouais. Mais c'est pas grave, on y va à l'instinct. Cette espèce de syndrome où tu penses tellement à un truc que tu oublies. Si tu veux, on enchaîne et si ça te revient, tu me dis. Tu me coupes, hein. Oui, voilà. Tu peux me couper. La grande partie 9, c'est un jeu qui s'appelle le questionnaire du cercle. Je n'ai pas inventé ce questionnaire, ça vient de l'émission Le Cercle sur Canal+, présenté par Augustin Trapenard. Et donc c'est 7 questions pour parcourir ta cinéphilie. Ok. Elles sont très intéressantes parce que ça révèle pas mal de qui tu es quand même, je trouve. Ok. On y va? Bah à fond. Un film qui t'a donné envie de faire du cinéma. Les Blues Brothers. Un film que tu adores en secret. En vrai, j'ai jamais revu. Mais je suis sûr des bails genre High School Musical. Tranquille. Vas-y, une romance pourrie. Je suis trop cool. Ouais, en vrai, ça marche. Le film récent qui t'a fait le plus de bien. Ça peut être un documentaire? Ça peut complètement être un bah, documentaire. Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. C'est con, hein, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Eh bah, tu vois, leçon de vie. Étoiles Vagabondes. Bah, à fond, carrément. Toi, contrairement aux Étoiles Vagabondes, j'ai vu Look Mom I Can Fly, un documentaire sur Travis Scott, tout à l'heure, là, juste avant de venir. Ça m'a pas fait rêver. Ce succès, mec, oh là là, moi je me tire une balle, frère. C'est n'importe quoi, quoi. Genre, tu peux... Enfin, non, c'est de mesurer. Enfin, version États-Unis, c'est possible. Enfin, bref, petit aparté. Mais ouais, Les Étoiles Vagabondes, leçon de vie, carrément. Donc le film qui t'a fait le plus de bien. Récemment, ouais. Élevé le doc. Élevé. Ouais. Un acteur ou une actrice qui te fait aller au cinéma, mais pas pour le film. Sous-entendu, pour des raisons sexuelles. Oh! Ah ouais? Ouais. J'adore cette question. Un acteur ou une actrice qui c'est trop bien. T'y vas, tu t'en fous du film, t'y vas parce que... Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Bah à fond, mec. Ouais. Trop beau. Je fonce direct. Mais c'est vrai, enfin... j'ai jamais été un grand fan des Avengers, mais vas-y... trop stylé. Le charisme de Robert. Ah ouais. Un film dans lequel tu aimerais vivre. Bah du coup je l'ai dit tout à l'heure, Good Morning England. Ou Indiana Jones. Ou Indiana... Oh d'accord. Rien à voir. Aventurier quoi. Soyons aventurier. Ou Star Wars. Oh putain, ça balance.
Tu sens, tu vois, le cinéphile qui a pas des films, c'est bien pointilleux, un film d'auteur ukrainien dans lequel c'est bien. Non, vraiment des gros blockbusters. Bah, les trucs où tu rêves, où tu vas loin. Les trucs où je vais loin. Bah, Indiana Jones, Oui, c'est ça, les exactement. Star Wars, Ah ouais, non, là où enfin, l'imaginaire est l'imaginaire vraiment... de fou. Qu'est-ce que tu aimerais voir le plus souvent au cinéma? Hmm. La tendresse. La tendresse. Ouais. Quitte à se faire chier, tu vois, ça fait du bien. On est tellement de période de merde que tu vas, quand on pourra retourner au cinéma, voir de la tendresse, oui, ouais, chouette. Et enfin, dernière question. Ouh là là, j'hésite pas à me planter. Un film à envoyer dans l'espace pour présenter l'humanité aux aliens. Elle Trop est cool. extrêmement dure, celle-ci. Elle est hardcore. Je vais répondre de manière absurde. Je vais dire... C'est pas facile. Non. Une question... Elle est Non, dure une parce que, question, comme, du coup. comme je disais à Baptiste, ça dénote vachement de ta vision de l'humanité quand tu réponds à cette question. Ouais, c'est rigolo. Bah du coup, moi je vais suivre mon instinct et j'aime bien ne pas réfléchir à ces questions, il y a les manières instinctives, ce que j'ai fait avant. Parce que là, tu vois, tu me reposes les mêmes questions, je suis en mode ah, j'aurais pas dit ça, tu vois. Là, je vais écouter le podcast, je pense bientôt, tu vois, quand il sortira. Je vais dire putain, mais pourquoi mais t'aurais pu penser à ça, connard, putain, t'aurais pu faire ton intéressant. Depuis hier, je reçois que des messages de Baptiste qui me dit putain, il y a tellement de trucs que je voulais dire. Bah ouais, mais ça va être pareil. Là, tu vois, les films que je t'ai dit, je suis sûr, je vais rentrer chez moi, je vais me poser, je vais faire putain, mais t'as pas parlé de ce super film, tu vois. Mais là, j'y pense pas, du coup, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, un film à envoyer Dans l'espace. Dans l'espace. Pour présenter l'humanité aux aliens. Instinctivement, tu voulais dire quoi? Rabbi Jacob. Eh bah, restons sur Rabbi Jacob. C'est trop nul, c'est génial. Putain, mais les amis, ils vont faire what the fuck. Non, mais je suis pas Louis de Funès. Eh bah, restons sur mon Louis de amour, et Funès, c'est un Rabbi film Jacob. d'enfance qui m'a fait beaucoup marrer. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire des films comme ça. Du coup, voilà. Bah, Rabbi Jacob. écoute, YOLO. super questionnaire du cercle. Ouais. Donc du coup maintenant j'aimerais qu'on aborde, on arrive sur la fin, j'aimerais Mhm. qu'on aborde tes projets futurs, Oui. dont un fameux documentaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. C'est parce que c'est un documentaire donc, qui traite du souvenir, Ouais. qui traite de la question qu'on porte sur le souvenir et des questions qu'on porte sur le souvenir, et du rapport de l'homme à ses propres souvenirs, etc. Et de comment cela le construisent en fait. Exactement. En fait, là, j'arrive à un moment de ma vie où je suis pile poil entre l'enfance, donc qui comprend l'adolescence, la petite enfance, tout ça, tout ce ramassis-là, et l'âge adulte, en fait, l'ère de l'adulte. Et en fait, je me suis rendu compte à la suite d'une interview, c'est pas forcément la suite de cette interview, mais en tout cas, j'y ai repensé, une interview d'Edouard Baird qui dit qu'en fait, toute notre vie, toute notre enfance, on se prépare à vivre dans un monde d'adultes, mais en fait, quand on arrive dans ce monde-là, adulte, on se rend compte que tout ce processus de construction n'est qu'une illusion, en fait. Le monde d'adulte n'a rien à voir avec le monde de l'enfance. Et en fait, je me suis dit, suite à ce constat, qui je trouve est très juste, j'ai voulu, en fait, je veux filmer, donc de manière présente, des lieux qui m'évoqueraient des souvenirs. Des lieux qui sont pour moi encore préoccupants dans ma construction, qui me posent problème, qui m'angoissent, des moments de joie, des moments oui, des lieux qui évoquent de la joie, des lieux qui évoquent de l'humour, que sais-je encore, peu importe. Regrouper tout ça et justement faire une espèce de cheminement de pensée à travers plein de souvenirs de mon enfance, en fait. Et d'arriver à un point où, bah voilà, j'en suis là. C'est parti, grandissons quoi, évoluons. Et en fait, je me base sur mon vécu pour que le spectateur, je le souhaite, se dise putain, c'est marrant, moi aussi j'ai vécu un truc un peu pareil. C'est vrai, qu'est-ce que j'en fais de ce souvenir au final, à quoi il me sert aujourd'hui, comment il a pu me servir dans ma vie. En fait, c'est tout ça. J'ai pas encore toutes les réponses, mais en tout cas, c'est une grosse réflexion sur la place de la mémoire et du souvenir dans nos vies.
et à quel point ça peut être parfois handicapant, parfois salvateur, parfois glorifiant, je sais pas, enfin voilà, peu importe. Donc, ouais, ça traiterait de ça, quoi. Parce que du coup, là, pour expliquer, on est en train de travailler sur la pré-production de ce documentaire, sur les directions artistiques. Ouais. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était déjà l'envie de plusieurs niveaux de narration, entre tous les moments qu'on va filmer, où tu seras du coup dedans. Ouais. Et, des bribes de conversation qu'on va prendre, etc. Et puis toute la voix off qu'on va enregistrer en studio derrière. Pourquoi tu avais envie d'avoir ces doubles niveaux, tu vois, pour montrer justement à différentes échelles. En fait, pour montrer différentes échelles de l'intimité, je dirais. Pour moi, c'est un projet qui est très très intime. Et le dévoiler à un public, à tout le monde en fait, à qui veut le regarder, c'est pas forcément facile, c'est pas une évidence. Du coup, je veux montrer aux spectateurs différents niveaux d'intimité. C'est-à-dire que moi, j'aurai une petite caméra où je pourrais parfois peut-être me filmer tout seul, tu vois, filmer à ma manière, donc de manière très propre. Une caméra donc plus avancée pour faire vraiment des beaux plans, trouver une poésie là-dedans, une espèce d'esthétique, quelque chose de l'ordre de la création, quoi. Et pareil, faire une BO, donc créer ma propre musique là-dedans, habiller le film d'une musique qui m'est propre, quoi. De manière très juste, puisque ce sera sorti de mon imaginaire, au final. Donc voilà, montrer ces différents niveaux d'intimité, de ce que ça peut être vraiment quelque chose de purement personnel, jusqu'à quelque chose de l'ordre de notre petit groupe, et jusqu'à une création sonore, et jusqu'à justement un projet final qui englobera tout ça, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment une intimité dévoilée, mais quelque chose qui est beau. Donc, ouais, trouver de la poésie là-dedans. Parce que la vie, c'est une longue, je le souhaite, longue hein, pour tout le monde, une longue poésie. Et j'ai toujours eu une envie de partager ce que j'ai vécu. Même si j'ai pas une notoriété, même si je suis personne au final. Tu Non, vois, parce que je j'ai toujours trouve eu envie de partager. que de cette intimité va naître justement le côté universel. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est tous des êtres humains au final, on a tous des souvenirs. L'être humain il est pensant, il se souvient, il se construit à travers des souvenirs, à travers des moments vécus. C'est partie de l'existence. Et moi je trouve c'est important de revenir justement sur ces moments d'existence. De retravailler ce souvenir-là et de se dire ok, donc t'as grandi là-dedans, maintenant ce qui t'attend c'est tout à fait différent. Puisque le souvenir est passé, il ne reviendra plus. Maintenant il faut laisser place au futur. Et c'est peut-être aussi un moyen de faire le deuil aussi de pas mal de choses. Ou pas forcément le deuil, mais plus de dire voilà, je reviens à cet endroit-là, je me rappelle ça. Voilà, mais tu vois, t'es capable de t'en souvenir. Vas-y, maintenant, on passe à autre chose. C'est peut-être ça aussi. Un moyen de. Peut-être de désacraliser le souvenir aussi, peut-être de le rendre plus. En lui attachant moins d'importance, justement, en le dévoilant. Le laisser tranquille et qui laisse tranquille la personne que je suis et la personne qu'on est tous, tu vois. Que ce soit pas obsédant, en fait. Ouais, c'est assez large. C'est vraiment. Le but, c'est aussi d'explorer un minimum. D'explorer au maximum ce que peut être justement le souvenir. C'est pour ça qu'on emploie aussi des termes d'essai documentaire finalement, parce qu'il y a aussi pas mal de recherche dedans. Recherche du coup qui est personnelle, quoi. Moi je trouve la notion d'essai c'est vraiment. C'est de l'intimité dévoilée, t'as pas de cause-conséquence, c'est vraiment tu fais un truc. Tu fais un projet qui te tient à cœur. Et. À toi d'y mettre du sens. Y a pas d'histoire en fait. Y a pas un point A, y a pas un point B, c'est tu fais ce que tu veux, mais donne du sens. Fais quelque chose, quoi, avec ça. Et je trouve que c'est chouette. 11e et dernière question. Ouais. La question est la même pour un peu tout le monde. Il y a un truc que je change. Je prends un mot, je te demande ce que ça veut dire pour toi. Ok. Pour toi, j'ai choisi le mot art. Ça veut dire quoi, art, pour toi ? Du coup, je dois répondre par un mot.
Non, pas forcément, tu peux... Non, tu peux d'accord. expliquer. Non. Ok. Tu peux expliquer. Art, banane. Oh, Wow. putain, Peut-être qu'il y a un concept. chaud. J'aurais pas pensé. L'art, c'est un moyen pour moi, d'assouvir nos désirs, de montrer ce qu'on a envie de montrer, de faire vivre ce qu'on a envie de faire vivre, de d'ouvrir les choses, d'ouvrir de nouveaux horizons. En fait, l'art, c'est un peu... Le danger, c'est de dire l'art est tout, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a quand même un travail, quelque chose de... L'art, l'art, c'est... Pour moi, c'est une intimité dévoilée. C'est quelque chose de personnel, mais pas plus personnel, quoi. Dévoilé. Donc c'est beau, en fait. L'art, c'est la beauté, c'est une forme de liberté, c'est une forme... L'art, c'est ce qu'on veut, en fait. Donc c'est une intimité dévoilée, en gros. J'allais me partir dans des envolées et tout. L'art, c'est un paysage, une constellation, un film du Cotentin. L'art, c'est un sourire, une passante, une baguette. Non, on va se calmer. Voilà. Oui, c'est vrai que tu t'as pas fait beaucoup d'improvisation là pendant le... Ouais, j'ai essayé de Tu rester t'es- calme. En même temps, le whisky, ça... Hein, Ouais, bah whisky, écoute, whisky japonais du Mont Fuji, il il fait est plaisir. super bon. Ouais, Franchement... que dans les grandes occasions, et à chaque fois que je suis avec toi, je pense que c'est une grande occasion. Bon, brave. On arrive sur la dernière partie. Petite question de la fin, rapidement. Mougdachour dans Click, il demande, il demande c'est quoi une clique. Donc moi je te demande c'est quoi qui pitch pour toi. C'est quoi qui pitch? Ouais. Oh, une bande de cons. Ce serait horrible. Bah, qui pitch, une famille. C'est ma famille de cinéma. Parce qu'on fait du cinéma. C'est vrai. Si on était tous peintres, ce serait une famille de peinture. Mais là, on fait du cinéma, donc c'est une famille de cinéma. Tous passionnés, on est tous... Enfin, voilà, moi je pars du principe qu'une famille, c'est des gens qu'on aime, et qu'on est une famille, du coup. Même s'il y a des gens que je connais un peu moins, toi, qui sont arrivés, mais Ouais, mais je comme sens dans le une même famille. mood, tu vois. Ouais, exactement. Il y a des mecs que tu connais Voilà. pas, ils sont là de temps en temps, tu fais ah lui Ouais. je sais que c'est le frère du cousin de machin, mais Ouais. bon il est là. Donc qui pitch, c'est une famille de cinéma avec des gens tous intéressants. Et... ouais, qui pitch, une famille. Une famille. C'est... Et on finit avec les petites recommandations. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de recommander, que ce soit culturel, cinématographique, série, n'importe quoi. Quelque chose que tu as envie de recommander aux gens. C'est un peu chiant en ce moment parce que tout est fermé, donc Bah ouais. un peu relou, mais... Qu'est-ce que je pourrais recommander? Si vous aimez la musique, je vous conseille Snarky Puppy. C'est un groupe de jazz contemporain. Monstrueux. C'est ce que j'écoute en ce moment. J'écoute ça depuis la 4ème, et là je suis retombé dedans. C'est très riche, très très riche. Donc je dirais, moi aussi, ouais, si je devais recommander un groupe aujourd'hui de musique, ce serait lui. Ouais, je vais faire ça. Cinéma, nana, ça te branche. Ma musique, ça aurait été ça. Cinéma, je vous conseille... ouais, carrément. Ouais, non, je vous conseille totalement Un éléphant, ça trompe énormément. Avec Jean Rochefort, Lanoux, Claude Brasseur. Et en fait, donc c'est Un éléphant, ça trompe énormément. Et le deuxième volet, c'est Nous y retournons sur le paradis. C'est une histoire d'une bande de potes. Je voulais en parler de ce film pendant... Et je pense qu'il serait bien rentré dans la case leçon de vie. C'est un truc un peu à la Friends, tu vois, mais c'est sorti avant Friends. C'est une bande de potes, ils vivent des galères, des moments d'amour et tout. C'est tout. Il y a rien d'exceptionnel, tu vois. Et je suis très sensible à ce genre de film. Il se passe rien d'extraordinaire, tu vois, mais... tu ressors changé, je sais pas, t'as ressenti de l'amour, t'as ressenti de la haine, t'as ressenti toutes les émotions. En tout cas, moi, de mon point de vue, après chacun ses goûts, tu vois, si vous allez voir ce film, vous allez dire, oui, conseiller ça. Je pense à ce film-là en particulier. Théâtre, j'ai rien conseillé. C'est assez rapide, il n'y a pas de plateau. Mais là, en ce moment, il n'y a pas... Ouais, c'est compliqué. Hein. Je sais pas, même moi, j'aime pas lire des pièces en particulier, du coup... qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Peinture, je vous conseille Tom Hawkins. Non, je fais ça. Non, mais voilà ce que je conseille, musique et cinéma.
Pareil, à l'instinct, comme toute cette interview. Je connaissais pas les questions, j'y suis allé à l'instinct. Quant à moi, là, j'ai que 2 trucs qui me viennent en tête aujourd'hui, mais je vais conseiller 2 films que j'ai revus récemment, du coup. Il y en a un, je l'ai vu pour préparer le tournage de Valentin Guigné. C'est American Psycho, voilà, qui m'a mis une belle claquage, je l'avais jamais vu, et je t'avoue que j'étais pas très à l'aise devant. Pourtant, je suis plutôt à l'aise avec la violence au cinéma en général, mais celui-là, il y avait quelque chose de très, très particulier. Et un autre film que j'ai revu du coup parce que on en a parlé récemment avec un pote, c'est Jason et les Argonautes. Ah, c'est un bien film un de truc. 1963. Ah ouais? Et c'est un film absolument extraordinaire dans lequel c'était assez pionnier, enfin c'est assez des pionniers au niveau des effets spéciaux, etc. Ils mélangent le stop motion, les trucs. Et je crois d'ailleurs que c'est un des premiers films que j'ai vu de ma vie à la médiathèque. Ah ouais? Ouais. Parce que j'en ai un souvenir hyper ancien de Jason et les Argonautes et de ces squelettes image par image qui se battent contre des mecs. Et je crois que ça m'a marqué. Donc Jason et les Argonautes. Okay. Et puis American Psycho. Ouais. Et par pitié, regardez True Detective. On lâche True Detective sur la fin. Ce n'est que mon humble avis, mais je trouve que c'est la meilleure série de la planète Terre. Bonsoir. Non, c'est vrai. Je sais pas, tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas regardé True Detective. J'ai pas regardé True Detective. C'est trop fort. Trop fort. Et ben on finit là-dessus sur True Detective. Merci cool. de t'être prêté au jeu des questions. Bah merci à toi, ça de me fait trop t'être plaisir. livré et puis d'avoir parlé de la création, de toi et de ton rapport à toutes ces choses-là. On se dit à bientôt. À bientôt frérot. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à en parler, à le partager si ça vous a plu et à nous donner vos retours en commentaire. On se retrouve très vite. Ciao.